Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, mea culpa, j'étais supposée faire le live hier parce que c'est tous les samedis sur la page, mais ça a été une journée complètement folle. Donc, j'ai pas eu 2 secondes pour vous faire le live, donc je me reprends ce matin. Je suis vraiment désolée pour ceux qui l'attendaient ce samedi, là. Le but n'étant pas de vous déstabiliser, je vais juste vous changer de place. Lumière, parfait. Donc, on va parler aujourd'hui des IPP. Donc, les IPP, c'est quoi? C'est les inhibiteurs de protons que l'on donne souvent aux bébés qui vont faire des reflux. C'est dans le fond souvent ce qu'on connaît sous le nom de Prévacid ou d'Inexium. C'est ça dans le fond qu'on appelle un IPP. Donc, les IPP, généralement, c'est assez bien toléré par les gens, donc c'est sûr que c'est facile de prescrire un IPP. Il y a quand même des restrictions normalement qui sont médicales, dans le fond, des normes qu'on doit respecter avant de donner cette prescription-là. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas nécessairement toujours très respecté. On a beaucoup de prescriptions d'IPP qui sont faites sans nécessairement qu'on rencontre les signes cliniques qui demandent à avoir une telle prescription. Et c'est surtout chez les nourrissons qu'on voit que c'est prescrit en très grande quantité. Et là, de plus en plus, plus les études avancent, plus sont en train de se rendre compte que malheureusement, à long terme, ça peut causer vraiment là, des grosses séquelles pour ce qui est des IPP. Donc, on va parler un peu de tout ça. On va démêler les différents produits, les différents effets qui peuvent être négatifs à long terme aujourd'hui. Donc, je me suis préparé là, un petit dossier. Je vais vous mettre les liens en commentaire pour que vous puissiez aller voir les dossiers complets. Des fois, il y a des sources que je ne ferai pas nécessairement le tour de tous les articles pour toutes vous les lire non plus, là. Donc, je vais vraiment vous donner les faits les plus importants. Je vais juste me connecter via l'ordinateur aussi pour pouvoir vous mettre les liens en commentaire tout de suite. Comme ça, si jamais vous voulez vous ouvrir les pages pour être capable de les lire de façon plus approfondie tout à l'heure, ça sera fait. Donc, je vais juste... Parfait, je me suis trouvée. Donc, je vous mets un premier lien ici. Je vais aller vous chercher les 2 autres liens pour que vous puissiez tout de suite aller chercher les documents. Si jamais vous voulez suivre aussi les différents documents que je vous mets ici. Et celui-là de... C'est pas celui-là, excusez-moi, on va l'avoir. Donc, parfait. Donc, je vous ai mis 3 documents en commentaire. C'est les principales sources que j'ai utilisées pour la rédaction de ce live-là. Donc, il y a beaucoup d'études dernièrement qui ont été faites sur la prise des IPP. On a aussi un article que je viens justement de vous ajouter aussi en commentaire qui a été rédigé par une médecin de Sainte-Justine. Donc, on s'entend que Sainte-Justine sont quand même assez calés, le niveau enfant. Ils ont un gros département de gastro-entérologie aussi. Il y a beaucoup de mamans que je vois, moi, qui consultent justement à Sainte-Justine. Justement, la madame, elle a écrit un article qui explique un petit peu l'ensemble des IPP, des différents antiacides aussi qu'on peut retrouver puis qu'on voit souvent prescrits à des enfants. Elle parle aussi dans l'article de l'épaississement des préparations, donc c'est quelque chose qu'on a parlé lors de notre Le saviez-vous de lundi. Donc, elle vient donner aussi ses commentaires par rapport à l'épaississement des préparations. Et elle vient mentionner aussi les effets qui sont à long terme de la prise des IPP qui peuvent vraiment causer des séquelles quand même assez importantes là, à long terme. C'est vraiment quelque chose à prendre en considération avant de choisir oui ou non si on donne un IPP à notre enfant. Dans les effets qu'on voit indésirables à long terme, on parle de long terme quand on va dans un traitement à plus de la moitié de la dose pendant plus de 6 mois. Quand on dépasse ça, on est rendu à un traitement à long terme, ou même quand on donne une dose complète, c'est des traitements qui doivent être utilisés normalement pour une durée de 4 semaines. On voit clairement pas ça en ce moment comme schéma. C'est bien rare que je vois des mamans qui vont donner juste 4 semaines, puis qu'après ça, ils vont le retirer. C'est souvent des traitements qui sont au moins de 4 à 8 mois. Des fois même, c'est 1 an et demi de traitement pour des enfants. Donc, c'est vraiment catastrophique. Là. Moi, quand je vois des choses comme ça me fait un peu capoter parce que c'est pas normal. C'est pas du tout sain qu'un médecin prescrive un IPP sur une période de temps qui est aussi longue que ça, sans aller pousser les recherches plus loin. Quand on prescrit un IPP durant une durée de plus de 4 semaines, normalement, c'est parce qu'on demande une consultation en gastro-entérologie où on est en train de faire des tests. On change les laits, on peut changer de médicaments aussi.
parce qu'il n'y a aucune, je vais juste regarder ici, il n'y a aucune différence d'efficacité qui a été prouvée pour ce qui est des IPP, que ce soit au niveau de la tolérance ou au niveau de l'efficacité en ce qui concerne les reflux. Cliniquement, là, il n'y a aucune différence entre les différents IPP. C'est juste que certains enfants vont tolérer mieux un que l'autre, mais sont tous sur le même pied d'égalité, donc c'est vraiment important. Il y a une grosse question de coût en arrière de ces traitements-là aussi. Au Québec, on est chanceux, on a des bonnes assurances pour la majorité d'entre nous. Si c'est prescrit, on peut même mettre sur la RAMQ puis c'est payé à 100%. Donc le coût vient moins jouer un petit peu en considération dans tout ça. Mais il n'y a aucune différence d'efficacité qui a été cliniquement prouvée. Donc c'est important de vraiment en parler à votre médecin avant qu'il vous prescrive de but en blanc, mettons l'exemple, le Prévacid. Ça vaut peut-être la peine d'en parler à votre médecin parce que les coûts de traitement sont différents. Et lui, sa cote aussi qui va se faire sur ce médicament-là est différente. Fait que c'est sûr qu'un médecin qui est affilié, par exemple, avec Prévacid, va prescrire Prévacid parce qu'il fait plus d'argent en prescrivant ce médicament-là. C'est plate, mais c'est comme ça que ça fonctionne au Québec. Les médecins, c'est comme ça qu'ils font leur argent un petit peu aussi. Donc, il faut prendre la peine de s'informer auprès de notre médecin avant de dire qu'on donne un ou l'autre. Il y a aussi qu'il n'y a aucun... il n'y en a aucun qui a montré sa supériorité par rapport au soulagement des symptômes. Donc, il n'y en a pas un qui est plus efficace que l'autre pour ce qui est d'enlever les symptômes. Donc, c'est vraiment de désessayer. Et la demi-dose est toujours indiquée pour ce qui est de la prise d'IPP. On ne commence jamais par une dose complète. C'est vraiment important. Parce que la majorité du temps, la demi-dose, même la quart de dose, va suffire amplement à venir calmer l'inflammation. On donne le traitement pendant 4 semaines. Ensuite, on fait un arrêt progressif. C'est vraiment important quand on parle des IPP parce que ça crée une genre d'accoutumance au niveau du système digestif. Le système digestif l'IPP vient réduire la quantité d'acide au niveau de l'estomac. Donc, si on retire le médicament de façon brusque, là, l'estomac n'est pas capable de venir réguler son taux d'acidité tout de suite. Donc, on va avoir un gros rebond au niveau des taux d'acidité. Puis là, on revoit les symptômes qui réapparaissent là, vraiment drastiquement. Puis là, souvent, après, ça va se calmer après quelques jours, mais ça reste que sur le coup, c'est vraiment pas le fun à vivre, ni pour l'enfant, ni pour la mère. Donc, on suggère vraiment un arrêt progressif. Ça, vous pouvez en parler souvent avec votre médecin. La majorité des médecins sont au fait de ça, donc ils vont être capables de vous suggérer les bons dosages. Souvent, on va parler qu'on va couper la dose de moitié pendant 1 semaine ou 2, selon le temps de prise aussi qui a été fait. Si l'enfant l'a pris pendant 6 mois, là, on va y aller plus doucement, mais si l'enfant l'a juste pris pendant 4 semaines, on peut donner la moitié de la dose pendant quelques jours. Ensuite, on va y aller avec 1 jour sur 2. Puis, c'est que selon comment ça va aussi, il faut écouter notre enfant et les signes qu'il nous envoie. Si c'est trop vite pour lui, on continue à couper tranquillement. Puis, si jamais il tolère bien, on peut complètement l'arrêter là, au bout de quelques jours, quelques semaines, tout dépendant le temps qu'on l'a pris avant. Donc, pour revenir aux effets à long terme d'une prise d'IPP, les effets négatifs qu'ont remarqué les différentes études qui ont été faites dernièrement, c'est une diminution de l'absorption de la vitamine B12 et du fer. Donc ça mène à une anémie. Donc, on voit énormément de bébés qui sont anémiques aujourd'hui, donc c'est une des raisons. Souvent, moi, quand j'ai une maman qui vient me voir parce que son enfant fait de l'anémie, il y a eu ou il prend encore un IPP. C'est assez fréquent, donc c'est important de prendre ça en considération. Il y a aussi une diminution de l'absorption du calcium qui augmente à long terme les risques de fracture et d'ostéoporose. Donc, c'est sûr que l'enfant ne fera pas de l'ostéoporose à 6 mois, mais quand il va être plus vieux, s'il a pris un IPP pendant 18 mois, ça peut arriver parce que ça va créer des carences en calcium et une fragilité osseuse. Donc, ça peut mener éventuellement à long terme à une ostéoporose. On a aussi une baisse du taux sanguin de magnésium. Donc, les mécanismes qui sont en jeu dans cette réaction-là ne sont pas tout à fait établis encore. Ils savent que ça fait baisser le taux de magnésium sanguin, mais ils ne savent pas pourquoi. Donc, c'est à prendre en considération ça aussi, parce que le magnésium est vraiment important, puis il est impliqué dans plusieurs processus enzymatiques du corps. Donc, ça peut vraiment venir jouer sur la quantité et l'intensité des allergies pour ce qui est de la carence en magnésium. Ça augmente aussi, là on ne parle pas non plus de chez un nourrisson, on parle vraiment plus à long terme, ou même chez un utilisateur qui est plus âgé. Les IPP ne sont pas juste prescrits pour les bébés, là, les adultes aussi peuvent se le faire prescrire. Donc, ça augmente les risques de démence. C'est les personnes âgées surtout qui vont être touchées par ces symptômes-là.
mais ça reste que c'est présent quand même. Ça augmente aussi les risques d'infection intestinale, en particulier pour l'acide difficile. Donc, ça vient fragiliser le système digestif. Donc, aussitôt qu'on va rencontrer un Clostridium difficile, ou le communément appelé C difficile, ben, le système va être attaqué tout de suite. Il n'y a comme aucune barrière de défense, donc ça vient tout de suite jouer là-dessus. Et le dernier risque à long terme, c'est les troubles rénaux qui peuvent aller jusqu'à une insuffisance rénale à long terme. Donc ça aussi, c'est vraiment, on s'entend que les reins, c'est quand même assez de base, c'est très important dans un corps, là, donc il faut prendre la peine d'y penser quand on décide de donner un traitement à son enfant. Il y en a beaucoup là-dedans comme par exemple la diminution de l'absorption de la vitamine B12, du fer, du magnésium et du calcium. Ben, dans le fond, il faut vraiment pallier à ça par l'alimentation. Il faut faire attention d'en introduire vraiment énormément. Si on parle d'un nourrisson, ben là, on peut voir avec un naturopathe s'il y a moyen de supplémenter ou de changer, d'ajouter certaines choses pour le bébé. C'est vraiment important de faire attention justement parce qu'une anémie chez un nourrisson, ça peut causer des graves séquelles aussi au niveau du cerveau. Donc, c'est vraiment important de regarder le tableau, faire des prises de sang si nécessaire pour évaluer les quantités de ces minéraux-là. Si jamais vous êtes inquiet, faites-le, demandez-le. Il ne faut pas avoir peur de pousser les médecins un peu pour faire des analyses. Quand on est inquiète en tant que maman, c'est vraiment important. Si vous voyez que votre enfant prend un IPP depuis 6 mois et que ça ne va pas mieux, il n'y a rien qui change, on peut regarder souvent quand l'enfant est seulement allaité ou au biberon, ben, le problème vient de ce qu'il mange. Hein? Donc, c'est soit dans le lait ou dans la préparation ou dans l'allaitement, ce que la mère mange. C'est vraiment ça qu'il faut regarder pour ce qui est d'un bébé qui ne mange pas encore. Quand le bébé est alimenté, normalement, on note souvent une diminution des reflux au début de l'alimentation. Pourquoi? Parce que le contenu de l'estomac devient plus lourd, donc ça diminue les reflux. Mais si on voit une augmentation des reflux ou que l'alimentation nécessite une augmentation de l'IPP, souvent, c'est là qu'on va voir qu'il y a des intolérances alimentaires. Donc, c'est vraiment d'avoir un bon journal de bord, de l'analyser pour être capable de trouver les aliments qui trouvent problème. Les IPP, c'est 4 semaines en général, les traitements. Donc, on ne parle pas vraiment de mois ni d'années. Il faut vraiment limiter ça au maximum. Donc, il faut partir à la recherche du problème. Il ne faut pas juste donner un IPP puis se contenter de voir ce que ça donne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça peut vraiment causer des grosses séquelles à long terme. Donc, on veut trouver le problème, donc on veut partir à la recherche. Puis si notre médecin ne nous aide pas, c'est soit on demande un deuxième avis, on demande à consulter un gastro-entérologue, une nutritionniste. Il faut vraiment que vous poussiez pour ce qui est important pour vous, que vous ayez cherché le soutien. Si vous ne l'avez pas de votre médecin, allez le chercher de quelqu'un d'autre, c'est vraiment important. Il faut vraiment réévaluer régulièrement la nécessité de la prescription et la quantité aussi, parce qu'il faut garder ça au minimum, le strict minimum pour ce qui est des doses. C'est vraiment ça le plus important. Il faut limiter aussi les prescriptions le maximum aux signes cliniques qui sont obligatoires. Les cas d'œsophagite ou les cas de RGO qui sont sévères sont normalement les seuls qui nécessitent la prise d'IPP chez un nourrisson. C'est loin d'être le cas en ce moment. Je vois des enfants qui n'ont même pas de signes d'œsophagite qui ont des prescriptions d'IPP à pleine dose. C'est pas normal. C'est pas ça qui est supposé arriver. Cliniquement, les médecins ne sont pas supposés presque ça pour ça. Ils sont supposés demander une pH-métrie, demander une consultation en gastro-entérologie. C'est juste qu'ils ne le font pas. Donc, vous, en tant que maman, mettez vos culottes, puis demandez-le pas gentiment si jamais vous voyez que votre médecin ne veut pas. Poussez, demandez un deuxième avis. Il faut arrêter d'avoir peur de passer pour des folles. Moi, honnêtement, ça m'est déjà arrivé avec des médecins de me faire regarder avec des yeux, genre, OK, elle sort de quelle planète, celle-là? Mais je m'en fous. Moi, je sais, je fais mes recherches, puis je sais que mon enfant a besoin de consulter un gastro-entérologue. Ben, tu vas me donner ma prescription, champion. Sinon, ben, je vais aller en voir un autre médecin. Ça me dérange pas du tout. C'est de défendre nos points de vue. Hein. C'est nos enfants, c'est nous qui sommes leurs anges gardiens. Il faut qu'on prenne soin d'eux. Donc, il faut écouter nos valeurs dans tout ça. Les chercheurs ont montré que sur une étude de 5 ans, ils ont suivi des patients qui ont pris des IPP pendant environ 5 ans, que l'usage d'IPP est associé à une augmentation du risque de mortalité de 25%, toutes catégories confondues, toutes les causes, que ce soit des problèmes cardiaques, rénaux, cancer. La prise d'IPP augmente de 25% les risques de mortalité. Hey, c'est énorme 25%. Tu as un quart de chance de plus de mourir
après 5 ans d'utilisation d'un IPP. C'est catastrophique, puis c'est là qu'ils se rendent compte que des effets à long terme, puis on prescrit ça encore à pelleter à nos nourrissons. Il faut qu'on se conscientise en tant que société, c'est pas sain là, en ce moment ce qui se passe avec les médicaments en général, mais la prise d'IPP, c'est encore pire chez les nourrissons parce qu'on le voit énormément. Donc, en tant que maman, prenez le temps de nous informer, faites des recherches, allez lire, je vous ai mis plein de documents super intéressants en commentaire. N'hésitez pas à aller les lire, faites vos recherches. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, vous pouvez écrire à vos médecins, des pharmaciens aussi. Il y en a qui sont vraiment très allumés sur ce sujet-là. Donc, prenez la peine de vous informer puis de chercher des réponses. Il ne faut pas se contenter de ce que les médecins nous disent parce que souvent, ils vont nous dire juste la moitié des informations pour qu'on ferme notre gueule puis de passer au suivant. Ils n'ont pas le temps de s'asseoir pendant des heures et des heures à tout nous expliquer. C'est ça, aujourd'hui, malheureusement, ils sont payés au rendement. Donc, ils veulent passer au prochain. Fait qu'ils vont nous donner des petites bribes d'informations pour qu'on se taise puis que tout soit beau. Puis après ça, ben, ils nous laissent partir à la maison. Puis nous, on n'a pas plus de réponses concluantes au bout de la ligne. Donc, avant de traiter, toujours, informez-vous. C'est vous qui êtes le maître de votre enfant, de sa santé. Donc, c'est à vous de prendre les responsabilités qu'il faut. Maintenant aussi, les bébés qui sont exposés aux antibiotiques et aux médicaments antiacides, là, autant un que l'autre, augmentent, surtout durant les 6 premiers mois de leur vie, augmentent leur risque de développer des allergies ou de devenir asthmatique en vieillissant. Puis on parle quand même de pourcentages qui sont, sont pas en pourcentage, c'est des taux qui sont augmentés. Dans le fond, ils disent qu'un enfant, excusez-moi, je vais juste... le taux de risque est de 2,5% plus élevé de développer des allergies anaphylactiques chez un enfant qui a pris des IPP durant les 6 premières années de sa vie. Donc, on s'entend que c'est quand même... les chances en général sont d'environ 7, quelques pourcents, je pense, pour ce qui est des réactions, de développer des allergies anaphylactiques. Donc, là, on parle de quasiment 21% de chances chez les enfants qui vont prendre des IPP, principalement durant les 6 premiers mois de leur vie, mais ça affecte aussi ceux qui prennent des IPP durant les 6 premières années. Donc, c'est vraiment important de faire attention quand on donne un IPP à son enfant parce qu'il peut développer beaucoup plus d'allergies, puis il y a 2 fois plus de chances de devenir asthmatique aussi. Donc, c'est pas des choses qui sont intéressantes à vivre ni pour les parents, ni pour l'enfant à long terme. Donc, c'est pour ça que je vous dis de vraiment pousser vos recherches, puis demander, poser des questions, n'hésitez pas. Je vais vous laisser là-dessus, parce que j'en ai un qui est en train de se fâcher au sous-sol. Mais comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, ayez pas peur. Ayez pas peur en tant que maman, vous savez ce qui est bon pour vos enfants. Et c'est ça, il faut vous écoutiez plus. On en a parlé durant le live de la semaine passée, d'écouter son instinct. Puis je crois vraiment que c'est essentiel, qu'on a perdu ça un petit peu, là, le don de s'écouter. Mais il faut que ça revienne parce que c'est la base. Si on ne s'écoute pas, on ne peut pas être bien dans une situation, puis c'est complètement normal. Donc, je vais vous souhaiter une excellente fin de semaine. On se voit mardi sur le groupe. Pour celles qui nous suivent aussi sur le groupe, c'est le 4e volet de notre thématique du mois sur l'organisation des réserves saisonnières. Donc, n'hésitez pas à vous joindre à nous. On a déjà 3 semaines qui sont passées de notre volet. Donc, on a fait le tour ensemble d'une bonne partie. Là, on va parler de l'utilisation des réserves pour ce qui est de notre live de mardi. Et on se revoit samedi prochain ici pour un autre live. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée et bon long congé. Il reste encore 2 jours. On va en profiter certains. Bye bye!